optimisation des ratios. Ça a coûté 20 millions de dollars à l'établissement pour embaucher 167 ETP, infirmiers et aides-soignants pour mieux prendre en charge les patients. Il y a eu un retour sur investissement de 40 millions à 2 ans par l'amélioration de la morbimortalité, la diminution des réhospitalisations et la diminution des complications. Et parallèlement, il y a eu une diminution des burn-out dans le personnel. Donc en fait, il y a quand même un intérêt à envisager cette amélioration du temps. Enfin, on peut rejoindre cette optimisation du temps pris avec les patients avec un intérêt médico-économique. Ce n'est pas antinomique. Bastien, une réaction peut-être ? Et ce sera le mot de conclusion d'ailleurs de notre session. Très rapidement, oui, je voulais revenir sur cette évolution de la société avec l'explosion des techniques, enfin le changement des techniques managériales. Faut bien se rendre compte, on en entend toutes et tous parler, que depuis quelques années, il y a une explosion du nombre d'arrêts de travail, il y a une explosion du nombre de burn-out, du nombre de travailleurs et de travailleuses qui ne peuvent plus continuer à aller au boulot. Et là, on voulait mettre le parallèle, c'est est-ce que les pratiques médicales ont changé en une dizaine d'années ou est-ce que la pression aux travailleurs et travailleuses a changé sur cette dizaine d'années? Ça fait vraiment lien avec ces changements de techniques managériales de ces dernières années qui, on le voit dans la société, poussent les travailleurs et travailleuses au burn-out. Ces techniques managériales, si aujourd'hui on essaie de les appliquer aux médecins, que ce soit à l'hôpital ou même en ville, je crains qu'on fonce droit dans le mur. Et donc, je vous rejoins complètement, il faut les adapter, il nous faut une vraie révolution managériale sur les prochaines années. Merci beaucoup Bastien, merci beaucoup à tous les 7 pour ces premiers échanges, cette première table ronde et justement changer les pratiques pour mieux soigner, ça va être l'enjeu de la deuxième table ronde. On a posé pas mal de jalons là avec cette première sur le constat, sur des premières pistes de solutions. On va aller un peu plus loin avec la deuxième table ronde. Je passe la parole à Stéphane et aux intervenants qui peuvent déjà d'ailleurs se venir. Merci à tous. Merci Damien, merci à toutes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Devandeuve, je suis journaliste et comme Damien spécialisé en santé et accessoirement aussi cofondateur du Grenelle. Alors nous venons de dresser un bilan clair et je dirais même sans appel sur la dégradation de la relation entre le soin. Il convient dès lors d'identifier les leviers à actionner pour mieux soigner, changer les pratiques. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Olympie. Alain, pendant que vous nous rejoignez, ça me permettra de préciser que vous êtes représentant des usagers à la PHP. Adrien Chaboche, vous êtes médecin généraliste, hypnothérapeute, fondateur du centre Vitruve. Vous nous expliquerez ce qu'est le centre Vitruve. Marie-Jeanne Richard, vous êtes présidente de l'UNAFAM. Pascal Mariotti, vous êtes directeur du centre Vinatier, donc vous êtes le local de l'étape, si je peux me permettre. Docteur Claude Collat, vous êtes vice-présidente des spécialités cliniques au sein d'Avenir SP. Et enfin, docteur Antoine Ventrelot, vous êtes président de Fondapro. Je profite pendant que nos invités s'accueillent pour vous dire que la matinée étant particulièrement chargée, vous n'aurez droit à aucune pause, les choses sont dites, mais comme nous ne sommes pas trop intransigeants, la pause est permanente, c'est-à-dire qu'un café vous attendra en permanence à côté si vous avez besoin de vous sustenter ou de prendre un petit coup de fouet. Voilà, les choses étant dites, on va rentrer dans le vif du sujet. Alain, je l'ai dit, vous représentez les patients, ça tombe bien, c'est pour eux en particulier que nous sommes ici ce matin. Alors, quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils souhaitent, les patients? Alors, beaucoup de choses ont été dites dans la table ronde précédente. Je pense que, d'abord, un point positif, on a senti quand même si la période de la Covid avait révélé pas mal de choses négatives, on constate depuis ces dernières années quand même une amélioration, une prise en compte de la parole du patient, des attentes des patients. Il y a de plus en plus de littérature, de rencontres, etc. Donc 20 ans après la loi Kouchner, on peut dire que les choses ont enfin été entendues et finalement commencent à s'améliorer quand même. Bon, enfin, ou viennent juste d'être entendus? Pardon? Enfin, ou viennent juste d'être entendus?
Ouais, on va dire enfin injuste, mais bon, même si on peut nuancer et appliquer pas mal de mots. Bon, après, c'est vrai qu'on va pas se mentir, et je vais dire des banalités, mais l'accès aux soins est toujours une problématique dans la majorité quand même des territoires. C'est pas parce que je viens de la région parisienne que c'est facile aussi, même si certaines choses sont quand même aussi compliquées. La relation ville-hôpital, hôpital-ville est toujours assez complexe. On a entendu le mot de coordination des soins, je dirais le suivi des soins. Un des indicateurs, et que quelles que soient les enquêtes qui sont faites partout sur le territoire, un des indicateurs suite aux certifications, c'est toujours des hôpitaux, c'est toujours la sortie qui pose des problèmes. Or, la sortie, c'est quand même après une période hospitalière qui a plus ou moins traumatisé le patient. Personne ne veut aller à l'hôpital, tout le monde veut en sortir, mais dans quelles conditions, dans quel suivi des soins? Et je ne parle même pas des maladies chroniques, on a parlé de chirurgie, etc. Donc c'est toujours un souci et une angoisse pour les patients. Donc ces attentes, on est plus ou moins bien traité quand on rentre à l'hôpital, ça s'est quand même amélioré. Il y a quand même des systèmes facilitants un peu partout. Je jette toujours de la PHP, on regarde toujours ce qui se passe aux hospices civils de Lyon, qui sont assez exemplaires quand même, dans la montée en puissance de la qualité, il faut reconnaître. Voilà. Mais la sortie pose toujours problème un peu partout, où le patient a le sentiment quand même qu'il n'y a pas de liaison entre ces professionnels de santé sur le terrain, quand il en a, en tout cas, et la difficulté d'en trouver un petit peu partout. Donc la coordination, je l'ai dit, ce qui manque aussi pour des patients qui sont polypathologiques, etc., c'est la prise en charge globale et le fait, est-ce qu'aujourd'hui, avec mes 2-3 pathologies ou avec mes problèmes, et je ne parle même pas des situations sociales qui compliquent évidemment les choses, ou autres, hein, quand on maîtrise mal le français, quand on est isolé, quand on est personne vieillissante, etc. Il y a plein de choses où issues on a parlé de la ME tout à l'heure, enfin, il y a des tas de situations où quand même la prise en charge globale ou l'accès aux soins pose des problèmes aujourd'hui. On en a conscience. Il y a plein de choses qui sont faites, mais il y a peut-être un manque dans les attentes. C'est où est-ce que je trouve ou qui va pouvoir répondre à mes questions. C'est toujours un problème. Moi, je suis toujours surpris. Je suis vice-président de la commission des usagers de l'hôpital Saint-Antoine, en plus d'être au conseil de surveillance de la PHP. Mais sur le terrain, on voit bien que la difficulté, je reçois des mails en permanence de personnes qui pourtant ont un bon niveau, qui sont capables d'aller sur les ordinateurs, de trouver où déposer une réclamation si on n'est pas content, ou pour faire avancer, même pas pour se plaindre, pour faire avancer le système et pour faire que ce qu'ils ont constaté s'améliore et ne pose pas de problème, et n'arrivent pas justement à accéder ou à l'information justement de savoir où est-ce que je peux me plaindre, quand j'ose me plaindre ou quand j'ose déposer une réclamation, parce que comme je suis suivi, est-ce que ça ne va pas me porter préjudice par la suite? Voilà. Après, le dernier point, pour ne pas monopoliser, il y a deux points, c'est aujourd'hui le cure et le care. Il faut vraiment que la personne soit prise pour sa globalité, qu'on s'occupe aussi bien, on a parlé de santé mentale, mais je pense que ce qui se passe en dehors des soins, enfin il faut ouvrir les soins, c'est fait de plus en plus, il y a encore un petit peu de boulot là-dessus, la reconnaissance par certains professionnels de santé, de faire qu'il n'y a pas que les médicaments chimiques qui améliorent la santé des personnes, mais il y a aussi d'autres choses, j'ai des discussions souvent sur les religions, sur les trucs, on a des discussions passionnées en comité d'éthique sur des choses comme ça. Et puis un dernier mot pour dire la place des aidants aussi, en faire plus d'alliés, hein, la reconnaissance des professionnels de santé, qu'il y a des personnes autour d'une personne qui est affaiblie par sa maladie, peut-être, qui n'est pas capable d'eux, et qu'il y a quand même des gens autour de lui qui... voilà, donc il y a quand même un petit peu de boulot à faire sur quelle place on donne à l'aidant ou à la personne proche dans notre système de santé. Je pense qu'il y a une attente des patients de ne pas se retrouver seul face à un professionnel de santé, mais voilà, de compléter l'équipe qui gagne par un proche. Claude Collat, Alain vient d'ouvrir un certain nombre de pistes. Alors, on va les revoir les unes après tout au long de cette matinée, mais j'avais envie de demander à la médecin que vous êtes, est-ce qu'on doit appréhender la bienveillance de la même manière pour les pathologies chroniques et pour l'aigu? Est-ce que c'est la même logique qui va primer? En fait, en clair, est-ce qu'il y a un patient avec un grand P? Je crois que la bienveillance, elle
elle est indispensable, que ce soit en termes d'acuité, de pathologie aiguë ou de pathologie chronique. Après, comme son nom l'indique, la pathologie chronique impose une prise en charge sur le long terme. Et donc, on a le temps de prendre en charge le patient atteint de maladie chronique, et il connaît parfois mieux sa pathologie que n'importe quel autre soignant par rapport à la longévité. J'en veux pour preuve, nos patients diabétiques vivent parfois avec 60 ans la maladie, et donc bien plus longtemps qu'une carrière de soignant. Et cet apprentissage-là et cette expertise-là, on doit en tenir compte. Et cette expérience, finalement, elle est l'apanage de la maladie chronique, du patient chronique, que n'a pas le patient qui souffre d'une pathologie aiguë. Et dans la prise en charge de cette pathologie aiguë, c'est plutôt la confiance que le patient va accorder au soignant de manière unilatérale. Il n'a pas l'expertise de sa pathologie aiguë, contrairement aux patients chroniques. Marie-Jeanne Richard, je vais rappeler en introduction, vous êtes présidente de l'UNAFAM, et Claude Collat vient d'évoquer la notion de patient chronique, patient aigu, mais là, en psychiatrie, on parle bien de patients chroniques, et quels seraient les leviers, en l'occurrence, à actionner dans ce domaine thérapeutique, pour favoriser, pour développer cette bientraitance, en quelque sorte? Alors peut-être qu'il faut d'abord dire qu'effectivement, en psychiatrie, la bientraitance, elle n'est quand même pas tout à fait aujourd'hui présente, et que certainement un des points importants qui devrait être le fil rouge, c'est le respect. Le respect du patient, c'est-à-dire qu'au-delà de sa folie, on doit le respecter, le respect de son entourage, et bon, personnellement, étant ex-présidente de l'UNAFAM, on a quand même beaucoup... Vous êtes présidente à vie. Oui, c'est ça. On a beaucoup de remontées des familles, et on voit bien que ce respect de l'entourage, il n'est pas à l'ordre du jour encore. Et le respect des soignants, ils sont nombreux ici, et ils savent que travailler en psychiatrie, parfois le dire, c'est avoir un regard sur soi qui est effectivement stigmatisant, voire discriminant. Alors les leviers, peut-être que un des premiers leviers que nous voyons à l'UNAFAM, c'est de ne pas louper l'entrée dans les soins. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est souvent loupé. Il y a trop peu d'endroits qui prennent en charge les psychoses émergentes. Il y a trop peu de formation sur ces premiers épisodes psychotiques, avec du coup l'idée qu'on va attendre que la personne soit dans le mur pour la prendre en charge. Donc cette entrée dans les soins est certainement un des leviers importants. Le deuxième qui est important, c'est le maintien dans les soins, et là j'insisterai sur toutes les périodes de transition, que ce soit la transition entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, que ce soit la transition d'un CMP dans un autre, et on a des problèmes de bientraitance énormes quand une personne déménage, par exemple, c'est-à-dire elle déménage, donc elle change de secteur, donc elle change de médecin, et donc ce qui n'existe pas dans d'autres pathologies. Le troisième point qui est important, qui est un levier, c'est comment on traite l'urgence et la crise. Aujourd'hui, on a un système qui est tout tourné vers l'hospitalier. Donc, ça veut dire qu'il faut effectivement travailler ce point-là pour ne pas penser que le soin, il est hôpital, et donc on pense toujours avant l'hôpital, après l'hôpital. Mais comment peut-on penser autrement l'urgence et la crise, qui entraînent des mesures parfois complètement disproportionnées, donc avec la police, avec tout ce que l'on connaît, et puis qui conduisent finalement à des soins sans consentement, isolement, contention, enfin tout ce qui n'est pas évidemment de la bientraitance. Et je terminerai en disant, on est en France, mais il y a d'autres pays autour de nous, donc continuons à travailler sur la recherche, continuons à travailler sur l'innovation pour introduire le plus possible tout ce qui va permettre la bientraitance des patients. Le corollaire de cette bientraitance en psychiatrie, ce serait par exemple la fin des soins sans consentement, si je vous suis bien. Alors, je n'irai pas jusque-là parce que je pense qu'aujourd'hui, personne n'oserait dire qu'on va complètement jusqu'aux soins sans consentement, mais certainement que le moratoire sur la contention, c'est quelque chose qu'on doit acter et qu'il est urgent, je pense, d'acter, parce qu'il y a déjà des établissements qui l'ont acté et qui s'en sortent.
et ils ont les mêmes patients que les autres, et ils ne sont pas dans l'obligation de mettre en place des mesures de contention. Donc, on peut certainement aujourd'hui aller jusque-là. Sur les soins sans consentement, je pense que c'est une modification de la prise en charge qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc, ça implique effectivement de prendre la santé mentale dans son ensemble. On ne peut pas dire j'enlève les soins sans consentement sans penser globalement qu'est-ce que l'on va introduire pour n'être plus en obligation d'aller vers les soins sans consentement. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'entrée dans les soins est certainement quelque chose de fondamental, de manière à ce qu'un jeune puisse effectivement penser que s'il se soigne, il aura une vie de meilleure qualité. Pascal Mariotti, Marie-Jeanne vient de dire en termes courtois, serais-je tenté de dire, ce qui n'allait pas. Vous êtes psychiatre, vous vous occupez du Vinatier. Je voudrais savoir comment vous expliqueriez que la psychiatrie soit maintenant en crise depuis plus de 40 ans, je serais même tenté de dire depuis 50 ans. C'est une redoutable question. Et centrale. En fait, c'est vrai que la psychiatrie s'autodéfinit comme étant en permanence en crise. Alors, est-ce que c'est un état permanent qui la caractérise ou est-ce qu'en fait, en réalité, elle n'est pas en crise, mais confrontée à une tension entre des nécessités de transformation et d'adaptation à la société et au monde dans lequel on vit. Ça renvoie à tout ce qui s'est dit notamment sur la table ronde précédente et on l'a aussi dans le propos de Marie-Jeanne. On échange beaucoup avec Marie-Jeanne parce qu'en fait, outre le Vinatier, je préside l'association des établissements du service public de santé mentale. Donc, d'où un aller-retour permanent entre des questions générales et nationales et des questions qui sont plus locales et propres à la réforme de l'établissement. Si on ne se penche pas trop sur cette question-là, parce que finalement, il faut regarder les choses ici et maintenant, et pour enfoncer une porte ouverte, on fait le constat depuis au moins 20 ans de la multiplication des rapports et d'une faiblesse des politiques publiques pour affronter le sujet de la santé mentale et de la psychiatrie. Je parle des deux, ils sont très liés, mais il faut aussi savoir les distinguer. Par ailleurs, on a une psychiatrie, et en particulier des psychiatres, mais sans doute aussi les directeurs avec eux et une bonne partie des soignants, qui pendant très longtemps, mais c'est en train de changer, et on retrouve les 20 dernières années en particulier, sont restés rétifs, on va utiliser ce terme, mais il est neutre, par rapport à d'autres, face à des changements qui, de toute façon, devaient affecter le système, en quelque sorte. Donc tout ceci se nourrit mutuellement, puisqu'on sait très bien que les politiques publiques, qui sont assez faibles sur nos sujets, et pour différentes raisons, prennent notamment argument de l'opposition d'une partie de la psychiatrie et des psychiatres à certains changements, dans un contexte qui est très français en même temps par certaines dimensions. On ne va pas les développer pour dire qu'on n'est pas capable d'affronter certains sujets alors qu'ils sont complexes et qu'il faut les aborder avec courage. Donc à la fin, et moi je le dis maintenant depuis une dizaine d'années, parce que ça fait 15 ans que je suis en psychiatrie, et puis l'expérience qu'on peut mener à Lyon et au Vinatier est aussi intéressante du point de vue de la transformation et de la mutation, c'est dire qu'à force de laisser glisser les choses, au sein de la crise du système de santé, de ce dont on parle aujourd'hui, il y a des facteurs qui sont spécifiques à la psychiatrie, qui ont pour causalité des non-décisions ou des glissements successifs qui font qu'à la fin, la crise est systémique. Et une crise systémique, il faut traiter toutes les parties du tout, à la fois au plan général et au plan de chaque établissement. Alors peut-être avec une précision, parce qu'après tout, ce que nous dit Marie-Jeanne et l'UNAFAM renvoie aussi à chaque établissement. Bon, je rappelle qu'il y a un point qui m'a frappé, j'étais encore à Grenoble dans mon poste précédent à l'époque. L'UNAFAM en région réunie sur Lyon dans un amphi archi-bourré, il y avait plus de 400 personnes, des familles et des patients. Et grosso modo, d'où qu'ils venaient, ils disaient à peu près exactement la même chose sur l'expérience qui avait été la leur. Peut-être qu'on viendra sur les questions d'expérience patient, j'aime pas le terme, mais bon, ça renvoie à quelque chose, d'expérience des professionnels. Et sur la table ronde précédente, je pense que les deux sont extrêmement liés et qu'on ne peut pas concevoir l'évolution de l'hôpital et de l'institution psychiatrique en particulier, il y aurait mille choses à dire, mais je n'irai pas plus loin, sans concevoir que les deux doivent être menés de pair et sont étroitement intriqués, et notamment dans la façon de manager l'hôpital et de manager son projet. Mais je ne vais pas aller plus loin. En revanche, sur la question effectivement de la transformation,
On arrive à un moment où ce sera sans doute la suite de la discussion. Malgré des spécificités propres à la psychiatrie, il y a beaucoup de sujets qui renvoient à la généralité du système de santé, de sa transformation et de sa mutation. On a effectivement un certain nombre d'éléments de réponse. Et ce qui va peut-être vous choquer, mais qui est l'illustration, et je m'arrêterai là, de la situation nationale de la psychiatrie, nous recevions au Vinatier, au mois d'octobre de l'année dernière, des collègues de différents pays européens, notamment des systèmes fédéraux, cantonaux, etc., ou proches de la fédération. Le Vinatier, en 5 ans, et dès le début de la période vers 2020, dans la réforme de l'établissement, on a fermé 200 lits. Il y a le tabou des lits, il y a le tabou du capacitaire dans notre pays, il y a le tabou de la place de l'hôpital dans tout ça, et de l'hospitalisation, et des missions en fonction de l'hôpital psychiatrique, autant de sujets qu'il faudrait développer. Par ailleurs, on a, bon an, mal an, on a fait le bilan assez récemment, transféré sur à peu près un budget de 120-230 millions d'euros, 15 millions d'euros vers l'ambulatoire, qui n'est pas vertu en lui-même. Hein. Faire de l'ambulatoire n'est pas vertu. La question, c'est comment on le fait, et comment on s'organise, comment on travaille avec les autres. En l'occurrence, ce que nous disent les collègues européens, et après j'en tire ma conclusion, c'est que nos établissements, et on parlait tout à l'heure du contrôle, on est très peu contrôlés en réalité, dans un système aussi centralisé, aussi pyramidal. Donc en fait, on fait ce qu'on veut, et encore plus en psychiatrie qu'ailleurs. Ça peut vous paraître paradoxal, on pourra parler des finances, mais c'est un autre sujet, et de la question des équilibres de gestion. Cela étant, la conclusion que j'en ai tirée, et qu'on tire avec beaucoup de collègues, c'est que ce qui est dramatique, c'est qu'on est libre de faire, mais on est surtout libre de ne rien faire. C'est clair. Adrien Chaboch, je vous ai présenté tout à l'heure comme fondateur du Centre Vitruve, et si je ne m'abuse, au Centre Vitruve, vous avez mis en place ce qu'on appellerait la médecine intégrative. Que faut-il entendre par médecine intégrative, justement ? Bien, c'est très simple. Et pour commencer, il faut avoir des éléments sémantiques qui disent ce que n'est pas la médecine intégrative. La médecine intégrative, ce n'est pas une médecine parallèle et ce n'est pas une médecine qui va aller chercher autre chose dans une voie parallèle. La médecine intégrative, c'est le meilleur de la médecine et de toutes les connaissances et de tout l'arsenal thérapeutique et des connaissances biomédicales que nous avons à l'heure actuelle et qui se régénèrent évidemment tout le temps, associées à la médecine complémentaire, c'est-à-dire l'utilisation coordonnée, structurée, rationnelle de pratiques complémentaires, lesquelles sont 90% non médicamenteuses, les 10% restants étant globalement le recours à des compléments alimentaires qui peuvent être des plantes et d'autres produits de cette catégorie. Cette association du meilleur de la médecine avec la médecine complémentaire n'est pas simplement un empilement de compétences, un empilement de spécificités ou de spécialités qu'on additionne pour le patient, c'est aussi une pensée en 3 dimensions. C'est pour mon patient, qu'est-ce que je vais lui proposer, à quel moment et avec quel praticien ? On remet le patient au centre dans une relation d'horizontalité. On va élaborer avec le patient un parcours de santé que l'on peut appeler intégratif ou autre si vous le souhaitez. Ce parcours de santé, il ne répond pas à des fantasmes de se dire voilà, on va discuter avec le patient sans que ça soit carré ou bordé. Bien sûr que si, ça s'appuie sur des recommandations et notamment la décision médicale partagée qui est recommandée par la Haute Autorité de Santé. Ça s'appuie aussi sur d'autres concepts qui existent et qui ne sont pas non plus fantasques. L'approche centrée patient, c'est une approche de psychologie humaniste, ça a plus d'1 siècle. C'est clairement conceptualisé, c'est clairement étalonné, il y a beaucoup d'articles dessus. Et puis ça va aussi s'appuyer sur un modèle de perception, un modèle global, un modèle que l'on appelle bio-psycho-social. Encore une fois, ce modèle n'est pas récent. 1977, un psychiatre, le docteur Engel. Ces outils-là, on les a, et je suis toujours subjugué de voir que nous disposons de ces outils, nous disposons des éléments, mais nous ne parvenons qu'avec grande difficulté, voire pas, à les mettre en place. Ça veut donc dire, si je vous suis bien, que ces outils qui sont propres à la médecine intégrative permettraient cette écoute bienveillante que nous recherchons depuis le départ de cet entretien ? C'est particulièrement inscrit, je dirais, génétiquement dans cette approche de la médecine. Pour avoir cet accueil du patient, il faut être dans une disposition déjà personnelle en tant que soignant, d'empathie, de congruence et d'accueil inconditionnellement positif du patient. C'est les bases de la médecine, je dirais, humaniste, et c'est les bases aussi de l'approche centrée patient. Mais si ça ne fonctionne pas et si on ne le retrouve pas suffisamment actuellement, c'est parce qu'il est très difficile de faire naître du système actuel des innovations qui peuvent aller aussi loin. Je vous donne un exemple très concret. Quand j'ai construit le Centre Vitruve il y a 8 ans, je voulais
composer avec ce qui est demandé de faire, c'est-à-dire une maison de santé pluriprofessionnelle. C'est un label MSP que l'État a développé, qui est très intéressant. Sauf qu'à cette époque, nous ne pouvions pas intégrer dans l'équipe des psychologues. Pourquoi ? Parce que dans notre État, ce sont des professions qui sont non réglementées. Et là, on se dit, attendez, mais où est-ce qu'on en est là dans ce schisme entre le corps et l'esprit ? Eh bien, je vous rappelle que tous les métiers, tous les professionnels de santé sont décrits par le Code de santé publique. Donc, on a les médecins, les audioprothésistes, les dentistes, toute une liste clairement définie. Mais les psychologues ne sont pas régis par le même ministère. Statutairement, génétiquement, entre guillemets, génétiquement, c'est une métaphore, notre système est bridé à cet endroit-là. Donc j'ai dû faire sans le label de maison de santé pluriprofessionnelle. Ce n'est pas un programme, on a inventé autre chose. Encore il y a 2 ans, notre président a dit « il faut employer des assistants médicaux ». Très bien, moi, je me suis astreint à ça. J'ai appelé ma caisse d'assurance maladie locale, je leur ai dit « voilà, moi je suis médecin généraliste à Paris, on a une forte demande et j'ai besoin d'un assistant médical ». On m'a dit « ah ben non, parce que vous êtes dans une zone de densité de population médicale qui est trop élevée ». Oui, mais sauf que 65% de mes confrères ne prennent plus de nouveaux patients. Alors on est nombreux, mais il n'y a plus d'accès aux soins. Comment on fait ? Je pense sincèrement, et c'est l'objet de ce Grenelle, qu'on ne peut pas faire émerger actuellement quelque chose de ce système qui est empilé par 14 couches hiérarchiques entre le ministère et la base soignante. Si actuellement on a par an 300 étudiants en médecine qui quittent leurs études, c'est quand même notable comme chiffre. Si on a, après les études, 30% des infirmiers n'exercent plus leur métier après avoir donné 3 ans, voire 5 ans de formation, c'est qu'il y a un désenchantement pour les professionnels de santé, c'est ce que nous avons dit. Réenchanter la santé, c'est remettre et le soignant au centre et dans sa valorisation, et le patient. Nous l'avons dit, prendre soin du professionnel de santé, le revaloriser dans ses actes, dans sa présence pour le patient, c'est indispensable. Et si vous me dites que le bonheur, c'est le Prozac ou le Viagra, venez vite me voir parce que là, il y a un gros problème. Le bien-être, c'est la définition de l'OMS. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, psychique, social, qui ne se limite pas en l'absence de maladie ou d'infirmité. J'en reviens donc aux cures et aux care. C'est l'enjeu de notre médecine qui doit se réinventer. Et l'exemple concret de Vitruve, c'est après beaucoup de travail et beaucoup de, en toute transparence, je n'ai pas échappé à des épuisements professionnels, eh bien au moins on peut amener ça, et c'est un modèle qui est viable économiquement, techniquement parlant, théoriquement parlant, et qui peut être reproductible et adapté en France. Claude Collat, dans cette ambiance désenchantée, pour reprendre les expressions d'Adriane, comment les praticiens peuvent-ils favoriser en fait l'écoute des patients, et je dirais même plus loin, des aidants aussi, puisqu'Alain l'a évoqué en introduction. Comment faire ? Ça prend du temps. C'est peut-être ça le maître mot. Et peut-être que justement nos étudiants en médecine devraient être formés à cet apprentissage-là. Et je pense que ça serait intéressant, par exemple, de leur proposer des jeux de rôle avec des patients pour qu'ils comprennent ce moment d'écoute et qu'ils partagent l'expérience de chaque patient. Et je pense que l'écoute, effectivement, c'est un critère choisi par les patients, notamment, vous savez, sur les avis Google. C'est une appréciation qui est largement répertoriée, revendiquée. Et c'est bien avant le professionnalisme du soignant. Et l'écoute, c'est effectivement savoir prendre son temps et simplement laisser de la parole du patient. Et je pense que dans les études, on n'a pas du tout été formé à cette entité-là. Antoine Vattrelot, Claude Collat vient d'évoquer la notion de formation. Alain Olympie a évoqué tout à l'heure la démocratie en santé. Comment expliquez-vous que les professionnels de santé ne respectent pas davantage la volonté des patients, alors que je rappelle que c'est une obligation légale ? Alors, je voudrais faire un éclairage un peu différent de ce que j'ai entendu, parce qu'on a entendu le monde de la psychiatrie, le monde des maladies chroniques. Moi, je suis dans le monde de la chirurgie, donc c'est évidemment le soin aigu, c'est un peu différent. Moi, déjà, le constat, c'est de dire que les choses ont changé énormément. Car je me souviens, quand j'étais interne ou chef de clinique, comment on traitait les patients
au niveau de la décision, comment se comporter et comment les gens se comportent aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit. Et en ce sens-là, la loi Kouchner a quand même été un progrès fondamental qui a été pratiquement le milestone, la pierre qui a changé les choses. Alors il y a du boulot encore, hein, on l'a vu, tout le monde l'a dit, on a fait un constat que je trouve parfois très dramatique, peut-être parfois un peu exagéré, parce que du moins dans le domaine de la chirurgie, les choses ne se passent pas toujours aussi mal que ça, même s'il y a du boulot, je suis bien d'accord. Alors après, je crois que dans le domaine où je suis, les gens sont conscients de l'obligation qu'ils ont d'informer le patient. Alors la difficulté souvent, elle est liée au manque de temps, parce que par exemple en chirurgie, vous devez, dans le consentement du patient, qui est requis absolument, lui donner toutes les alternatives thérapeutiques, lui dire ce qui va se passer si vous n'opérez pas, lui dire toutes les complications possibles, et rien que ça prend un temps extraordinaire. Et souvent, les gens vont un peu négliger ça par manque de temps. Alors il y a un progrès, puisque quand on regarde ce qui se passait au niveau des actions médico-légales, où très souvent, le praticien se fait accrocher pour manque d'informations. On avait, il y a 10 ans, 25% des affaires médico-légales dans lesquelles il y avait un manque de consentement éclairé correct, donc une information correctement délivrée aux patients. Aujourd'hui, on en est à 7-8%. Donc il y a eu un progrès qui s'est fait, mais il reste encore du travail, et c'est pour ça qu'il faut probablement avoir des outils pour cela, pour justement qu'il y ait une adéquation parfaite entre ce devoir absolu d'informer et la capacité de le faire dans le temps qui est imparti, qui n'est pas toujours facile. Alors, vous évoquez la notion de temps, je l'entends bien, mais Claude Collat a également évoqué la notion de formation. Est-ce que finalement la formation telle qu'elle existe aujourd'hui, formation axée sur l'organe finalement, une médecine qui n'est pas globale mais plutôt découpée en tranches, si j'ose dire, est-ce que ça n'est pas également propice à cette incapacité des soignants à entendre ce que veulent les malades? Ça, c'est absolument vrai. Je crois que la formation, j'allais dire de mon temps, n'existait absolument pas. Et en fait, où le médecin avait une empathie naturelle, était un bon psychologue naturel, et ça se passait bien, ou pas, et ça se passait pas très bien. On en a de très, très, très nombreux exemples. Aujourd'hui, je crois que les choses ont un peu changé. En particulier, il y a des expériences qui sont faites. Je voyais l'université de Grenoble, où les patients experts ou patients partenaires participent à la formation initiale. Et ça, je pense que c'est capital. Il faut absolument que le patient soit au début de la formation. Il faut qu'un étudiant en médecine sache ce que c'est qu'un patient. Et pour ça, il n'y a pas mieux, je pense, que l'expérience de ces patients qui viennent très vite leur donner le vécu, leur dire comment les choses se passent pour que le médecin ne soit pas un scientifique déconnecté. Et je vous rappelle quand même que la sélection aujourd'hui des jeunes médecins se fait essentiellement sur des bases scientifiques et absolument pas sur des bases psychologiques ou d'humanisme. Et donc ça, c'est sûrement un défaut. Et peut-être qu'on le rattrape un peu en mettant le patient au cœur du système très vite dans la formation, je crois. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous êtes à l'origine également d'un concept, le What's Matter You, si vous me passez l'accent. Qu'est-ce que c'est? Qu'entendez-vous par là? Alors, le concept de What Matters to You, en fait, en français, c'est qu'est-ce qui vous importe? C'est en fait un guide conversationnel. On parlait du temps. Et donc, un des problèmes que l'on a, c'est d'informer les patients et de les convaincre de ce que l'on va faire et de les faire partager les décisions et de savoir ce qui leur importe. Et on se rend compte que ce guide conversationnel, qui est en fait basé sur un certain nombre de questions très simples, de questions ouvertes, d'une écoute profonde du patient, ça peut aller très vite. Par exemple, on sait que tout se joue dans les 5 premières minutes de la première consultation, le lien de confiance avec le patient. Et très souvent, un médecin commence sa consultation en parlant, au lieu d'écouter le patient. Et on sait que de l'écouter, c'est pas très long, hein, ça va durer 80 secondes, 90 secondes, le laisser parler, le laisser raconter, avoir des silences, etc. Donc c'est une technique qui est dérivée pour ça que ça s'appelle What's Matter to You, parce que c'est dérivé du monde anglo-saxon, où c'est déjà développé dans une vingtaine de pays, mais c'était pas du tout traduit en français. Donc nous, on a traduit ce guide en français, on commence à le développer, notre terrain de stage, si je puis dire, puisque je suis lyonnais, dans lequel c'est en train d'être développé, c'est au centre anticancéreux de Lyon, Léon Bérard, où ils ont pris ce guide à bras-le-corps, si je puis dire, et on attend les premiers retours, si je puis dire, pour voir quel est le ressenti et quel est l'impact, à la fois, parce que ce guide, il est bilatéral, il est à la fois pour les soignants, bien sûr, mais aussi pour les patients. Et on en revient à cette notion, d'ailleurs, des droits des patients, mais aussi des devoirs, je pense. Je pense qu'en particulier, d'essayer de donner aux patients le fait qu'on les voit tous arriver dans nos consultations, ils connaissent mieux la maladie que nous, tu l'as dit, hein, parce qu'ils ont été sur Internet où il y a une foule d'informations. Alors, ils n'ont pas le filtre, mais ils ont l'information.
Et je pense que le malade peut préparer sa consultation. Moi, je vois beaucoup de patients arriver avec une liste de questions. Ça, c'est génial parce qu'on sait enfin ce qu'il veut. Et je crois que dernière chose, ce qui est important pour le médecin, c'est de se rendre compte que du haut de son piédestal, entre guillemets, qui reste quand même vrai, le patient est souvent impressionné. Je crois qu'il faut savoir terminer sa consultation en disant « Est-ce qu'il y a un point que vous auriez souhaité aborder, que je n'ai pas abordé ?» Enfin, ce genre de choses extrêmement simples qui prennent 10 secondes et qui, je pense, permettent à ce que le patient, au sortir de cet entretien, puisse dire « J'ai été entendu, j'ai été écouté ». Ce n'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Claude Collat, Antoine vient d'évoquer ce guide conversationnel comme outil pratique, mais au-delà de cet outil-là, comment vous, en tant que praticien, verriez-vous en fait la capacité de vos consoeurs et confrères, vos homologues, à sortir de leur statut de sachant pour être plus à l'écoute justement du patient, être moins dans une logique descendante? Et c'est vrai que nos patients arrivent avec des informations. Et souvent, moi, je reconnais de manière assez modeste, du coup, que j'apprends des choses avec eux. Et notamment des nouveaux traitements qui ne sont pas toujours commercialisés. Et cette connaissance-là, on doit en tenir compte. Et ça fait partie de ce que tu disais, l'écoute et l'échange. Et peut-être plus loin, ce qu'on appelle aussi la décision partagée, c'est-à-dire qu'ensemble, on doit décider du bon traitement pour la personne, peut-être de la nouveauté, peut-être de l'innovation, et entendre pour certains que l'innovation, ce n'est pas non plus l'apanage d'une qualité de vie. Je pense en particulier au capteur de glycémie, vous savez, que ce petit patch qu'on met sur la peau et qui permet aux patients diabétiques de ne plus se piquer le doigt. Enfin, moins de douleur, moins d'astreinte et de contraintes. Cependant, il y en a qui ne supportent pas l'idée d'avoir un patch, de montrer la maladie. Et ça, il faut l'entendre aussi. J'en ai d'autres qui ne supportent pas non plus l'idée d'avoir de nouveaux stylos, et qui en sont encore aux seringues, ou aux longueurs d'aiguille, qui, il y a 20 ans, sont passées quand même de 12 mm, 16 mm à 4 mm aujourd'hui. Il y en a qui considèrent que 8 mm, c'est bien pour eux. Alors ça, il faut l'entendre. Et cette connaissance, elle est plus importante que n'importe quel enseignement théorique. Et je pense qu'en matière de prise en charge des maladies chroniques, je pense que les spécialités concernées par les maladies chroniques ont cette écoute qui est très, très importante. Alors, il y a effectivement une différence entre le sachant et la connaissance du patient qui est extrêmement importante. Tout à l'heure, je parlais de ceux qui ont plusieurs dizaines d'années de diabète et qui en savent bien plus que certains soignants. Et j'en veux pour preuve que quand un patient diabétique passe dans un autre service que de la diabétologie et qu'il s'entend dire « le protocole dit ça », alors que le protocole du patient, c'est bien autre chose, c'est bien un vécu, c'est bien une connaissance, c'est bien un évitement des complications, parfois un évitement des hypoglycémies. Et quand il entend de manière abrupte, le protocole nous dit que c'est ça, eh bien ils courent à ma consultation, ils disent « mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement j'ai dû arrêter l'insuline? Ils m'ont dit qu'il fallait que j'enlève la pompe, il fallait que j'enlève le capteur. » Et il n'y a pas de partage de cette connaissance minimale du patient par rapport à des soignants qui pourraient, de manière extrêmement modeste, entendre le minimum. Adrien Chaboch, vous venez d'écouter vos consoeurs et confrères. Comment expliquez-vous que cette notion d'écoute, qui a priori fait partie, qui est dans les gènes même de la médecine, ne soit pas au cœur des réflexions de vos consoeurs et confrères? C'est tout à fait la stupéfaction que nous partageons avec Maître Touzé-Livinet tout à l'heure. Comment ça se fait que dans un domaine où on est au cœur de l'humain, on se dit qu'on manque d'humanité? Alors, il y a plusieurs observations qu'on peut faire. Tout d'abord, il ne faut pas... J'ai bien dit tout à l'heure que la médecine intégrative, c'était d'incorporer le meilleur de la médecine, y compris aussi les médicaments. On a connu, entre 1950 et maintenant, une ère de la pharmacologie et du développement des molécules qui est absolument faramineusement positive et géniale. Nous avons sauvé des millions, voire des milliards de personnes grâce à des médicaments produits par des labos, certes, mais on ne peut pas faire sans. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue quand même. Bien sûr, par cette surtechnicisation de toutes les techniques, que ce soit en anesthésiologie, en chirurgie, en pharmacologie, quels que soient les domaines et les spécialités, nous nous sommes peut-être, par excès d'emballement, je serais tenté de dire, un peu éloignés du facteur humain.
Et c'est ce que les patients viennent maintenant rechercher. Ce sont, encore une fois, dans une systémie sociale, les patients qui nous guident. Au lendemain de la guerre, on avait besoin de ces médicaments. Je rappelle que le premier neuroleptique, c'est un Français, Pierre Deniker, qui l'a trouvé, qu'on a synthétisé le cortisol, qu'on ne pouvait pas avoir auparavant. Sauf que maintenant, nos patients qui nous guident, moi je dis souvent que dans la relation, c'est eux le soignant et moi le patient. Parce que moi je patiente activement à leur côté pour les accompagner. C'est eux qui vont prendre le médicament, c'est eux qui vont se saisir des méthodes complémentaires, le sport, la nutrition, la méditation qui fait beaucoup de bien. C'est eux qui vont agir. Donc là où nos patients nous emmènent, nous devons aller. Nos patients nous demandent de l'écoute. Paco, le philosophe, nous dit il y a 3 luxes actuellement. Ce n'est pas l'argent, c'est le temps, l'espace et le silence. Ben oui, je crois bien, et je crois que ce n'est pas que philosophique, c'est aussi un enjeu parce que nous sommes dans un monde digital, nous sommes tous devant nos écrans et en même temps sur les réseaux sociaux pour voir si le Grenelle est bien publié, et c'est notre monde. Mais dans ce monde, tout va trop vite, beaucoup trop vite, et nous sommes dépassés. Isabelle Galichon, qui n'a pu nous rejoindre ce matin pour des problèmes de santé, était censée nous parler de médecine narrative. La médecine narrative, c'est le temps d'écoute justement accordé aux patients. Et pour ce faire, aujourd'hui, il y a des diplômes qui sont mis en place. Est-ce que finalement, après 10 ans, 12 ans de médecine, il faudrait repasser un diplôme pour apprendre aux praticiens, aux praticiennes à écouter ? Non, parce que c'est trop tard. C'est trop tard. C'est comme on vient de le dire, c'est de la sélection. La sélection devait être... il faut imaginer... on est là pour imaginer des choses et pour emporter le plus grand nombre dans cet imaginaire. Si nous n'imaginons pas, nous ne créerons rien. Il faut imaginer une nouvelle filière, une filière qui réunira enfin la médecine et les sciences humaines qui ont été clivées historiquement dans notre pays. Je voulais rebondir justement sur l'enseignement. Alors, dans votre filière de spécialité, je ne sais pas. Dans ma filière, en tant que médecin généraliste, je suis aussi enseignant à l'université. Je dirige aussi un diplôme universitaire, c'est une autre chose, mais on enseigne aux internes la relation thérapeutique et la communication thérapeutique. Ce n'est pas absent, c'est présent. La médecine générale a beaucoup travaillé sur ça. Mais c'est inévitablement, inconséquemment disproportionné par rapport au reste. Et cette disproportion, cette faible nombre d'heures, même s'il est obligatoire, même si c'est un grand progrès, on est encore en deçà. Et pourtant, c'est là où les étudiants ont le meilleur retour de satisfaction. C'est là où ils se sentent eux-mêmes écoutés. Dans les groupes, justement, Balint. Des groupes Balint, c'est un médecin. C'est le siècle précédent encore, il nous a amené encore cette méthodologie, ça existe, on l'utilise. Bon. Donc je crois qu'effectivement, il faut davantage former, bon, ça c'est systématique évidemment, mais dès la base, changer le mode de sélection, imaginer une filière qui puisse associer aussi des professionnels qui ne soient pas opposés. J'en ai assez, moi, de cette opposition. Ah, toi, t'es psy. Donc, plus de passe, plus de l'as, on change l'accès, finalement, aux études de santé. Exactement. Alain Olympie, dans ce que dit Adrienne, il y a quelque chose aussi qui transpire, si j'ose dire. C'est la coordination entre les différents acteurs de santé. Alors, on peut parler de la ville et de l'hôpital, mais on pourrait également parler des professionnels de santé dans leur ensemble. Comment faire en sorte, finalement, ce que vous l'avez évoqué dans votre introduction, comment faire en sorte, quelles mesures pourraient être mises en place pour améliorer, renforcer le suivi des siens, la coordination interprofessionnelle, pour prendre un terme bien connu aujourd'hui. Alors sur la première table ronde, je suis un peu intervenu là-dessus, c'est comment travailler ensemble. Alors on a beaucoup parlé d'outils. Aujourd'hui, alors sans mettre des outils entre le patient, et on pourra y revenir, mais il y a aujourd'hui des outils facilitants qui vont pouvoir permettre à des patients, y compris qui ne sont pas aguerris à l'outil numérique, par l'image, etc., en leur mettant entre les mains des tablettes, y compris en chirurgie, de comprendre ce qui va se passer. Donc il y a des outils facilitants aujourd'hui. Je faisais partie du jury il y a quelques mois encore de France 2030 sur la santé, sur les tiers-lieux d'expérimentation. C'est vrai qu'il y a des choses incroyables qui sont en train de se créer, enfin qui existent depuis plusieurs années, on ne va pas se mentir quand même, mais qui sont développés et qui vont être facilitants. Donc des outils vont être à disposition pour justement permettre d'expliquer, de montrer, de faciliter toute chose.
ces outils, ils restent aussi à réinventer, enfin peut-être à être considérés pour faire du lien entre les professionnels de santé. Alors c'est vrai que je vois, en regardant les orateurs, je regarde du RPS pharmacien, moi je suis toujours en guerre avec les pharmaciens, mais toujours à l'écoute, guerre positive, non, c'est parce qu'on est sur le champ des biosimilaires en ce moment, et c'est un peu compliqué. Vaste sujet. Vaste sujet, voilà. Mais c'est clair que comment faire le lien entre... voilà, on a beaucoup parlé de territoire, moi je voudrais introduire la notion de proximité, de disponibilité, d'écoute. Effectivement, il y a tout un tas de gens qui sont sur le terrain, dans les territoires, et il faut favoriser tout ça. Et comment faire du lien, effectivement, entre la ville et l'hôpital et la ville, entre tous ces professionnels. C'est ça qui manque aujourd'hui, c'est cette disponibilité, c'est ce temps, ces moyens de faire du lien qui sont pas incompatibles, mais on a parlé d'organisation, c'est pas un gros mot, l'organisationnel, c'est en train... Alors, il y a des outils aujourd'hui, je crois que petit à petit, on est en train de les expérimenter, des outils qui permettent de mieux gérer l'humain, le quotidien des professionnels de santé. Une mère de famille qui a 2 enfants, 3 enfants, qui habite assez loin de l'hôpital, comment je gère est-ce que je la mets plutôt lundi, mardi, j'évite le mercredi, etc. Donc, au niveau organisation, il y a des choses pour respecter l'humain aujourd'hui. Je pense qu'il faut y passer. Le numérique, l'organisation, tout ça, ce ne sont pas des gros mots. Il faut quand même l'intégrer. Il faut être ouvert. Moi, je vois beaucoup de professionnels de santé qui sont encore fermés à cet accès aux solutions numériques, aux solutions facilitantes, qui sont un peu, oui, dans le « c'était mieux avant », alors qu'on sait très bien qu'avant, effectivement, on faisait peut-être ce qu'on voulait. C'est peut-être pour ça, et maintenant, il y a plus de demandes des administrations. On n'a pas évoqué l'administratif, le mot administration n'a pas été prononcé encore aujourd'hui, mais il y a un point là-dessus. Donc voilà, moi je crois l'amélioration, l'organisation par le numérique, par ces nouveaux outils. Après, la lisibilité des parcours. Je crois que pour le patient, et pour les professionnels de santé d'ailleurs, il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui. Moi, je fais une formation au sein de France Asso Santé sur comment améliorer les parcours. Alors d'abord, de quoi on parle? Parcours de vie, parcours de soins, parcours de santé, déjà de quoi on parle. Et puis, effectivement, quand on parle des dates, des machins, des trucs, des EPTS, et tout ça, on a perdu tout le monde. Beaucoup de professionnels de santé ignorent qu'est-ce qui se passe sur leur territoire. Donc, je pense que c'est en train d'être amélioré. Il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus, mais il y a des solutions qui existent, qui sont méconnues. Donc, il faut qu'il y ait en permanence un rappel sur la lisibilité des parcours, dès les études, de toute façon. Dernier point aussi pour dire sur la formation. Moi, je faisais partie des patients, comment on s'appelle, des patients standardisés, pardon, pour les... alors, ça a été très critiqué par les syndicats et les organisations d'internes, comme quoi on mettait des internes devant des patients standardisés avec des scénarios. Mais mon constat, c'est que effectivement, j'ai fait partie en mars de l'expérimentation, si j'ose dire, de l'expérimentation. J'avais 3 internes sur 20 que j'ai vus qui étaient, je me suis dit, ça va être des bons médecins. Après, il y avait un peu de boulot sur le milieu. Et puis quelques-uns, il y en avait 5, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Après, j'étais plus enchanté au mois de mai, effectivement. Mais encore, je suis d'accord, il y a un tiers des gens que j'ai vus, je dis, mais où est l'humain là-dedans? Alors, c'est vrai qu'ils se réfugient sur les connaissances, sur le savoir, mais ça manquait d'intérêt pour la personne que j'étais en face et qui était le patient. Ça, c'est clair. Pascal Mariotti, est-ce que c'est un constat que vous partagez dans le domaine de la psychiatrie? Et pour être encore plus précis dans ma question, puisque le Premier ministre a décidé de remettre la santé mentale au cœur de la problématique de l'année à venir, qu'est-ce qui a manqué au plan psychiatrie et santé mentale de 2019, histoire qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs? Je pense qu'on est essentiellement sur des mesures qui sont parcellaires. Pardon, excusez-moi. Sur des mesures parcellaires. Absence de vision globale. Je pense que c'est la systémie du système. Ça peut paraître très techno-dit comme ça, mais en fait, des sujets très particuliers qu'on a pu aborder, y compris la relation médecin-soignant jusqu'à
à l'ultime complexité du système qui exige, Alain Olympia a raison, de passer par des solutions qui sont y compris des solutions de transformation, de gestion du changement, managériale, des questions d'outils. On a le premier tiers-lieu d'innovation en santé mentale là sur Lyon en France 2030. C'était le premier d'ailleurs, toutes disciplines et spécialités confondues dans le Grand Sud-Est. Bon, de toute façon, on n'affrontera pas le sujet en revenant uniquement à des problématiques individuelles. On le sait tous. En revanche, à un moment donné, ces questions individuelles, on ne peut pas les évacuer non plus. Mais sur la question de la psychiatrie, en fait, effectivement, alors qu'il n'y ait pas d'incompréhension de mon propos, on ne traitera pas la question de la santé mentale, qui est le concept le plus large, y compris au regard de la prévention, y compris au regard du repérage, de l'intervention précoce et de l'ensemble des acteurs qui vont évidemment bien au-delà de l'hôpital et bien en amont de l'hôpital. On pourrait discuter effectivement, y compris de la place de l'hôpital et de l'hôpital psychiatrique dans le système de santé de notre pays et des biais que ça amène, y compris dans les attentes de la population et des autres professionnels vis-à-vis de l'institution. Mais le sujet n'est pas là directement. En revanche, pour moi, ce qui manque, et ce n'est pas un plaidoyer pro domo, ce n'est pas nombriliste, c'est qu'on ne traitera pas la question de la santé mentale si on n'affronte pas la question de la réforme de l'institution psychiatrique. Et c'est là la lacune principale, et je pense que Marie-Jeanne ne dira pas des choses très différentes. On fait des choses assez formidables et intéressantes en santé mentale. La puissance de la place des aidants, la puissance de la place des patients, la montée en puissance de la pérédance sont des phénomènes à la fois généraux et très singuliers à la psychiatrie. On n'est pas partis les premiers. Je pense que ça va très vite et que ça se développe d'ailleurs plus vite que dans d'autres disciplines ou spécialités, y compris parce que la question de l'approche biopsychosociale, même si elle est mal mise en œuvre, elle reste au cœur de la philosophie du soin et des paradigmes du service public de psychiatrie ou de la psychiatrie publique, et sans doute pas uniquement. Ces questions, c'est comment est-ce qu'on les rénove et comment est-ce qu'on les met en œuvre. Et là, effectivement, on se retrouve notamment avec une place de la pérédance qui est en train de devenir extrêmement puissante. Quand on voit le projet territorial de santé mentale du Rhône ou le projet médical ou d'offre de soins du Vinatier, on est parti, on n'est pas les seuls, de l'idée que les patients devaient être au centre et que c'est d'abord eux qui nous donnaient leurs attentes et qui définissaient les besoins que nous étions réputés satisfaire, ce qui est ensuite redoutable pour chaque institution et pour les institutions entre elles, puisque je me situe à un niveau institutionnel. Pour autant, à un moment donné, il va falloir quand même traiter la question de la psychiatrie, ne serait-ce que les missions fonctions de l'hôpital psychiatrique, où on navigue depuis toujours dans ce pays. On a une culture d'enfermement, on est un pays d'ordre, on n'est pas un pays de liberté. À partir de là, et quoi qu'on en dise, à partir de là, comment voulez-vous que l'hôpital psychiatrique progresse suffisamment sur les questions de contraintes, sur les questions d'enfermement, d'isolement et de contention, quand il est considéré par toute une partie de la société, et pas uniquement par l'autorité préfectorale ou le ministre de l'Intérieur, comme un lieu d'enfermement alternative à la prison, ou le lieu où l'on va mettre les personnes qui ont des troubles du comportement et qui, suppose-t-on, pourrait porter atteinte à l'ordre public. Les contradictions sont nombreuses et évidentes, et c'est pour ça que je parle de systémie, et c'est pour ça que le système ne basculera pas si on ne traite pas avec courage et systématicité la question de l'hôpital psychiatrique. Et je voulais juste faire une petite précision, c'est qu'en fait, une des particularités de cette transformation systémique, et elle est au cœur de la relation avec les personnes, donc à la fois les personnes concernées, ce ne sont pas que les patients, leurs aidants, leur entourage, c'est la question de la nature des soins et des paradigmes des soins à mettre en œuvre. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être directeur, je me considère d'abord comme un opérateur de santé. La question qui m'intéresse, ce n'est pas uniquement la gestion de mon hôpital, il doit être à l'équilibre et si possible en excédent, et je pourrais expliquer pourquoi, parce que ça donne des marges de manœuvre et ça permet d'avancer dans la transformation. Ce n'est pas pour faire de l'argent. Donc à un moment donné, on est quand même manager, on est quand même gestionnaire, on est quand même administratif et administrateur. Et ce n'est pas un plaidoyer pro domo. En revanche, la question c'est pourquoi faire à un moment donné. Et là, on est au cœur de la question de la transformation de la psychiatrie, c'est l'offre de soins que nous devons dispenser. Et là, si vous me le permettez, je ne le dirai pas moi-même, je pense que Marie-Jeanne le dirait beaucoup mieux que moi, parce que derrière la question du rétablissement, derrière la question de la nature même des soins dispensés par la psychiatrie générale, des enfants jusqu'aux personnes âgées, on est là au centre du sujet, et c'est un directeur qui le dit. Ça tombe bien, Marie-Jeanne Richard, justement, Pascal vient d'évoquer un certain nombre de problématiques, mais est-ce qu'il n'y aura pas aussi un problème de ressources ? Est-ce que finalement, pour bien prendre en charge les patients dans le domaine psychiatrique,
Est-ce que vous ne manqueriez pas de personnel? Est-ce que vous n'auriez pas des locaux vétustes? Bref, est-ce que tout ne serait pas pourri finalement de la psychiatrie? Bon, alors on va quand même pas dire que tout est pourri, parce que sinon, voilà, s'il n'y a pas moyen d'avancer, et je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a vraiment des avancées. Le problème, effectivement, c'est que sans ressources, ça ne peut pas fonctionner, mais tout n'est pas qu'une question de ressources. Et ça, bon, je crois qu'ici, on est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de système. Et donc, comme vient de le dire Pascal tout à l'heure, tout n'est pas une question de ressources. Avec de l'argent, on fait des choses. Sans argent, on n'en fait pas. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on envisage le travail en équipe avec le patient, avec son entourage? Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des nouveaux métiers, comme les infirmiers en pratique avancée, comme les pères aidants, bon, je reste dans la psychiatrie, comme les pères aidants. Comment est-ce qu'on reconnaît le savoir de ces nouveaux métiers? Comment est-ce que on leur laisse leur place, ce qui veut dire que le médecin, il peut se retrouver il peut se sentir en déséquilibre face à ces nouveaux métiers. Donc il y a aussi à apprendre à travailler ensemble, à apprendre effectivement à reconnaître les différents savoirs métiers, comme les différents savoirs patients, et je trouve que vous l'avez dit particulièrement bien. Et donc, c'est pas qu'un problème de ressources, je crois que c'est un problème aujourd'hui de se poser la question de, avec ces ressources, comment on fait au mieux possible avec le patient. Alain a évoqué tout à l'heure la nécessité également de faire évoluer la formation pour que les uns et les autres, non, c'est encore pour Marie-Jeanne, excusez-moi, pour que la formation évolue et que les professionnels de santé entre eux se comprennent mieux, travaillent mieux ensemble. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer également dans la formation des soignants pour qu'ils entendent mieux la parole des patients, pour qu'ils apprennent à travailler ensemble, bref, pour que l'on transcende ces clivages qu'on a évoqués depuis le début de cette table ronde? Alors quelque part, bon, ça, c'est quand on dit les formations croisées, on en parle beaucoup. Je crois qu'il faut effectivement les mettre en œuvre et puis les évaluer, parce que comment est-ce qu'on s'en sort? Et puis on a uniquement là ciblé sur le sanitaire. Moi, je répète, l'UNAFAM répète en tout cas qu'en ce qui concerne la psychiatrie, tout n'est pas dans les mains des soignants. C'est-à-dire qu'il y a aussi du social, il y a aussi du médico-social. Et je crois qu'il ne faut absolument pas l'oublier. Donc, dans ces formations croisées, il faut aussi apprendre quelles sont les ressources qui existent, les ressources dans lesquelles... pour qu'il y ait à la fois la possibilité, pour utiliser toutes les ressources possibles. Et ça, je pense que le sanitaire est très mal formé aux ressources que peut lui apporter le médico-social, et le médico-social est très mal formé aux ressources que peut lui apporter le sanitaire. Donc il y a aussi dans la formation, non seulement la formation croisée entre les personnes qui appartiennent au sanitaire, mais également en s'ouvrant aux autres professionnels. Claude Collat, j'ai envie de vous poser un peu la même question. Comment favoriser, encourager cette interprofessionnalité? Alors encore une fois que l'étude l'accès aux études tel qu'elle existe aujourd'hui, ça encourage plutôt la hiérarchisation. En clair, si je devais faire simple et de manière provocante, le médecin en haut et l'infirmière en bas, quoi, sans parler des travailleurs sociaux qui sont à côté. Et cependant, j'ai l'impression que grâce au Covid, on a appris la téléconsultation, c'est-à-dire la prise en charge des patients à distance. J'ai juste un exemple à vous donner. J'ai eu la chance en fait d'avoir une téléconsultation avec une patiente que je connaissais bien mais qui a malheureusement fait un AVC. Donc on a mis la visio chez elle. Elle était entourée de sa cuisinière, de son infirmière, de sa famille. Qui y avait d'autres? Moi j'étais en face et du coup tout le monde a pu échanger. La cuisinière, qu'est-ce qu'on va donner à manger? Et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de restrictions en fait de la part de l'infirmière qui disait mais il faut pas manger ça. Et je disais mais non, il faut lui faire plaisir, il faut lui laisser manger ça. Et du coup on a harmonisé cette prise en charge.
grâce à la téléconsultation, ce qu'on ne faisait pas avant le Covid. Et ça, c'est un progrès, c'est un aspect positif de la pandémie. C'est la fameuse évolution technologique qu'évoquait Alain Olympique tout à l'heure, finalement, c'est ça? Les outils peuvent nous permettre d'améliorer nos pratiques. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est pas seulement les outils, en fait, c'est vrai que c'est la téléconsultation, mais c'est aussi le partage des connaissances de chacun. Et quand vous parliez en effet de social, je trouve que c'était important d'entendre ce que faisait la cuisinière à manger, ce que donnait comme consigne l'infirmière, ce que vivait le fils de la maison et ce qu'enfin pouvait exprimer la patiente. Alors, Olympique, on a évoqué encore une fois un certain nombre de pistes, vous le premier d'ailleurs, mais il y a un point qu'on n'a pas bien éclairci, c'est la place des associations de patients. Vous êtes à l'origine des patients experts, je crois que lorsque vous étiez directeur général des MICI. Oui. Quelle place, quel rôle pourraient jouer les associations de patients dans cette prise en charge, cette meilleure appréhension, cette meilleure compréhension? Alors, moi, je voudrais juste commenter par rapport à ça. Oui, brièvement, oui, c'est vrai. On a toujours des choses à dire quand on est patient. Il faut les écouter aussi. C'est vrai que ce qui est essentiel, je voudrais rappeler, c'est de rentrer dans le monde de l'autre et d'avoir l'humilité de regarder ce que fait l'autre et de comprendre ce qu'il fait, de chercher à comprendre et de savoir comment on peut effectivement se comprendre et travailler ensemble, évidemment. Quand je dis l'autre, moi j'ai introduit, alors j'ai arrêté de parler des co-soignants en tant que patient, mais un temps, quand je faisais des interventions en fac de médecine, justement, je leur dis, oui, mais le patient, c'est pas un patient, c'est un co-soignant. Il fait partie de l'équipe aussi qui gagne, etc. Alors, les associations, c'est pareil, pour revenir à ta question, c'est que les associations de patients, on est là dans un rôle d'accompagnement et de sensibiliser, en tout cas c'est ce que j'ai essayé avec la FAC René RCH France, dont François fait partie de l'équipe dirigeante, la vice-président, François Blanchardon. Ça a été justement quel rôle éducatif, alors éducatif dans le sens à éducation thérapeutique, c'est-à-dire comment j'arrive à créer une place avoir un patient qui comprenne sa maladie, qui comprenne le quotidien avec sa maladie et qui essaie effectivement de comprendre les ressources qu'il peut avoir autour de lui pour aller plus loin et pour vivre le plus normalement possible. Et ça, c'est le rôle des associations de patients. C'est aussi dans ce rôle éducatif de sensibiliser aussi, on n'a pas parlé, mais enfin ça a été dit dans la première table ronde, c'est comment consommer la santé. La santé, c'est pas un open bar quand on est malade, c'est pas le buffet à volonté. Aujourd'hui, avec nos problèmes effectivement économiques, il faut apprendre à mieux consommer la santé, à discuter avec ses praticiens aussi, parce que ça n'a pas été dit, mais quand on voit les multiples examens qui se répètent, etc., donc il y a quand même des choses à améliorer dans les parcours de soins, donc qui peut générer des économies, qui peut faire qu'on ait plus d'argent à la fin pour d'autres choses. Donc il y a plein de choses. Le rôle d'une association, c'est vraiment d'être avec le patient. Les associations de patients sont des associations qui réunissent des patients, des proches, en tout cas, et des professionnels aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, on emploie quand même des salariés aussi qui sont des professionnels, voire des professionnels de la santé, et de les amener vers autre chose, vers une responsabilisation finalement de leur santé à eux, de leur prise en charge, de leur expliquer ce que sont les parcours de vie, les parcours de santé, et comment bien être dans ces parcours-là. C'est notre boulot, et évidemment, et de servir de pendant aussi, nous on a passé beaucoup de temps avec les professionnels de santé, évidemment, pour être ensemble, pour expliquer, pour améliorer les choses. On a beaucoup travaillé sur les programmes d'éducation thérapeutique. Moi, j'étais co-auteur d'un bouquin, d'un programme qui s'appelle EduMICI, qu'on a mis en place avec ce qu'on a appelé en temps des patients experts, mais on a changé à patients intervenants dans les programmes d'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, il y a l'expérience patient qui arrive dans tous les systèmes de santé quand même. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent pour être positif, en lien avec les associations de patients, les soignants, toutes les organisations. On est toujours en contact avec toutes les organisations de professionnels de santé. Ça augmente. Voilà, je voulais quand même terminer sur une note positive là-dessus. Chacun rentre dans le monde de l'autre. Il faut apprendre ça, c'est améliorer. Et je pense qu'on est dans la bonne voie. Juste en guise de conclusion, Claude, Adrien et Antoine, j'aurais aimé que vous me disiez un mot, mais vraiment bref, sur cette capacité à faire évoluer le système, cette capacité à écouter les attentes des patients et l'évolution nécessaire du mode de rémunération des praticiens. En une phrase, en clair, est-ce qu'on reste au paiement à l'acte? Est-ce qu'on passe à la capitation? Est-ce qu'on passe sur un système mixte?
votre avis en guise de conclusion? Alors, à mon sens, je pense qu'il faut créer, il faut oser créer, et créer de nouveaux modèles qui vont permettre d'imaginer comment on veut accueillir un patient et comment on veut exercer aussi la médecine et la santé dans une approche globale. Et je crois beaucoup aux modèles hybrides pour les avoir expérimentés. La rémunération sur objectif de santé publique a ses limites en médecine générale, notamment parce que c'est déclaratif, c'est absolument pas contrôlé, on dit ce qu'on veut. Et c'est pas non plus parfait. Et je crois qu'il faut aller vers cette convergence, j'aime pas le terme hybridation parce qu'on s'y perd, c'est respecter les modèles qui fonctionnent, mais les renforcer les uns aux autres. Il ne s'agit pas de tout casser, on a les bons outils, on a les bonnes personnes. C'est en étant rassemblés, en allant ensemble, et cette approche intégrative, systémique, c'est aussi le savoir des compétences managériales. Il faut des entrepreneurs, il faut effectivement des finances, bien sûr, mais pas que sur du retour sur investissement. C'est, bref, de faire un système de santé de la santé, non plus de la maladie. Moi, je crois qu'il faut effectivement rester dans la mixité, ne pas renoncer au paiement à l'acte, penser peut-être au forfait. Et puis, j'étais très sensible au cours de la première table ronde à l'article 51 qui pensait rémunérer le temps. Et ça, c'est une notion que la Caisse d'assurance maladie a du mal à envisager parce qu'elle elle rémunère plus l'acte technique que l'acte intellectuel, contrairement à ce qui se passe dans le privé. Merci. Antoine, le mot de la fin vous appartiendra. Oui, moi je dirais qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est quand même qu'on est devant un paradoxe. Les ressources de la santé sont finies. Enfin, je veux dire, ça coûte très cher, mais je ne pense pas qu'on va voir dans les années à venir une augmentation des budgets de la santé parce qu'on est contraint. Et dans le même temps, on a des nécessités sociétales, les 35 heures. On a parlé, le président des internes nous a parlé certains internes travaillaient 80 heures par semaine. De mon temps, c'était la norme. Donc aujourd'hui, et c'est bien normal, on a envie d'avoir un temps libre, et donc on est devant cette espèce de paradoxe. Donc je crois qu'il faut faire de l'innovation, on en a parlé, l'innovation, le numérique. Je pense qu'effectivement, repenser certains forfaits peut-être, et je pense que l'hybride est très bien. Il y a sûrement une taxation à l'acte qu'il faut garder dans certaines disciplines, c'est absolument évident. Mais je pense aussi qu'il faut réfléchir à quelque chose d'hybride. Et finalement, avec ce système qui est, on va dire, contraint, il n'y a que l'innovation et les nouvelles initiatives qui nous permettront à la fois de gagner du temps, d'avoir du temps malade plus important, et de pouvoir concilier finalement ces nouvelles évidences sociétales avec les budgets qui sont quand même limités. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Et pendant cela, je cède la place à Damien. Merci Stéphane. Je vais appeler tout de suite Pascal Glaise et Muriel pour me rejoindre et je vais vous présenter Voilà, c'est tout. Voilà, à côté. On écoute tous les trois. Venez à côté. Là, on fait un petit moment en plus petit comité, plus tranquille, pour aussi parler d'un sujet pratique important. Pour allumer le micro, il faut monter la petite languette là qui est au milieu. Pascal, Muriel, vous faites tous les deux partie du comité scientifique de notre collectif Grenelle qui a deux pieds. Le pied d'organiser des événements comme celui-là pour partager la parole, partager la bonne parole, on va dire, mais aussi on a une volonté d'agir, d'être acteur aussi de cette évolution qu'on évoque depuis tout à l'heure. On a évoqué la dégradation continue des relations, on a évoqué les premières pistes de réflexion. Je m'inclus dans ce collectif, comme je l'ai dit, je suis un des membres. Pourquoi, en tant que collectif, ça nous a paru important d'agir sur cette notion de bientraitance, notamment en médecine de ville? Muriel. Alors, ça marche pas. Prends le mien. Je prends le tien, voilà. Donc, je ne suis pas une grande experte des prises de parole, donc j'ai mis une petite note, vous m'en excuserez, mais bon, je te remercie pour ta question. Donc, je suis moi avant tout une patiente partenaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que je suis engagée pour rapprocher ces deux mondes qui sont les mondes des patients et le monde des professionnels en santé. Donc, on en a parlé jusqu'à maintenant. Je vais d'abord commencer par traduire peut-être ce mot de médecine de ville si des patients sont parmi nous. Donc, on fait un pas les uns vers les autres et mon rôle, c'est de faire ce pas-là. Donc, qu'est-ce que c'est que cette médecine de ville? Ça définit tous les praticiens qui exercent hors établissement de soins, qui sont en cabinet, qui se trouvent en première ligne et qui sont souvent seuls face à nous, les patients, qui nous
aussi, nous trouvons souvent seuls face à nos pathologies. Alors pourquoi c'est important d'agir sur la bientraitance dans la médecine de ville pour moi? Eh bien, en tant aussi que patiente atteinte d'une maladie chronique, la médecine de proximité, c'est ce que je vis le plus fréquemment. C'est-à-dire que bien sûr, j'ai des rendez-vous au mon établissement de soins pour des bilans, des suivis, mais lorsqu'il y a un effet secondaire ou un symptôme vient réveiller un petit peu des vieux démons, puisque ma pathologie concerne la cancérologie, eh bien, je me tourne vers mes médecins de proximité. Parce que c'est avec eux que j'ai mon lien de confiance et c'est vers eux que j'ai le lien le plus essentiel. Et ce choix d'agir en priorité, c'est aussi une évidence pour moi parce que je suis aussi assistante sociale. C'est aussi une de mes casquettes. Je suis aussi coporteur d'un projet qui est une plateforme de partenariat en santé pour rapprocher aussi ces deux mondes. Et je suis patiente intervenante en pérédance, on vient d'en parler. J'interviens également dans la formation des futurs soignants et dans tous les domaines dans lesquels j'interviens. Je fais aussi partie du comité d'évaluation éthique de l'INSERM et dans tous ces domaines dans lesquels j'interviens, eh bien oui, il est évident que ce lien vers la médecine de ville et ce partenariat est essentiel. On a des objectifs en commun et on a aussi cette volonté de travailler ensemble parce que la maltraitance, parfois sur le secteur et sur le terrain, on la vit ensemble. Pascal, vous avez été justement tout à l'heure nommé dans le cadre d'un autre travail, mais qui finalement dans la même logique de labellisation de bientraitance. Pourquoi justement c'est important de travailler à l'unisson et d'être dans cette réciprocité aussi de patients, professionnels dans toutes nos actions? Oui, merci Damien. C'est essentiel. Ce que veut faire le collectif, c'est on se réunit, on pointe les éléments difficiles avec une vision commune. Partant de là, après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a pris les petits fours, on rentre à la maison en se disant on a vu plein de gens super. Donc le collectif veut rentrer dans le concret. Donc je vais me présenter un petit peu et dire pourquoi on a décidé de travailler sur la bientraitance en médecine de ville et de créer cet indice qu'on va présenter dans la question suivante, je crois. Exactement. Avec 7 critères essentiels, tellement simples que ça va être une vraie révélation. Moi, je voudrais d'abord dire que ce qui a l'air simple, la seule chose qu'on ne voit pas dans le corridor, c'est l'éléphant. Donc, si on veut travailler sur la bientraitance, personnellement, donc, je suis chirurgien, orthopédiste, donc chef de service depuis 25 ans, membre de l'académie, donc je suis, comme Laurence, sur le terrain. À la base, si on veut travailler ensemble, et c'est le principe du collectif patient-soignant, c'est intégrer qu'est-ce qu'un soin, qu'est-ce qu'un soignant. Si on part du principe qu'un sourire dans un bus à une grand-mère est un acte majeur de santé publique, on comprend bien qu'on est tous soignants de nos sociétés. Certains ont le diplôme de kiné, de chirurgien, de papa, de voisin, peu importe. C'est d'abord une vision commune et une démarche commune. Partant de là, si on veut parler d'humain dans le soin, dans le contexte hyper contraint du soin, on doit partir du principe, et c'est la réalité de mon expérience, que les soignants ont en eux toute l'humanité, mais on n'arrive pas à l'extirper dans cette contrainte. Personnellement, en plus de la chirurgie, donc depuis 20 ans, je m'occupe d'information patient. Depuis 6 ans maintenant, du label de bientraitance des gynécologues français pour le Collège national. C'est 67 000 femmes qui ont jugé 12 critères de bientraitance en suivi de grossesse. Donc c'est une vraie expérience de retour. On se rend compte que c'est à la fois très compliqué, mais tellement simple que c'en est ridicule. Je continue juste un peu parce que c'est le moment que j'ai envie de dire. Et donc 67 000 femmes en évaluation, des centaines